Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévisio qui parle de QVT et rien que de QVT. Voilà 1 an et demi que nous nous retrouvons quasiment tous les mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Chez Wunjo, nous pensons qu'il y a une véritable urgence contemporaine à enclencher des transitions comportementales dans nos entreprises, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce défi. Alors ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce qui contribue à notre bien-être au travail et de redonner de la noblesse à ces 3 lettres, qualité de vie au travail. Honorer le vécu singulier des travailleurs et des travailleuses et outiller les organisations pour qu'elles puissent mettre en place des démarches salutogènes pour l'expérience qui est vécue par nous autres au travail. Finalement, chez Wunjo, on est un peu les colibris de la vraie QVT. C'est notre façon à nous d'honorer l'intérêt général. Je m'appelle Emmanuelle Bessez et j'ai le bonheur de représenter Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en qualité de vie au travail qui est né il y a 21 ans dans la belle et grande famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Notre raison d'être, humaniser la vie au travail et faciliter les coopérations professionnelles. Pour le faire, nous sommes entourés d'un collectif d'experts qui sont joyeux, généreux, passionnés et c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui de vous faire rentrer un petit peu à l'intérieur de notre univers et d'accueillir notre invitée pour ce 17e SAV, Myriam Gaillot. Myriam, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors Myriam, c'est un grand bonheur de te recevoir aujourd'hui. C'est tout particulier pour moi puisqu'on se connaît depuis une vingtaine d'années. Le temps passe. Myriam, j'ai grand bonheur à l'accueillir et à vous la présenter et à vous donner la chance pendant 1 heure de rentrer à l'intérieur de toutes ces connaissances, de ces savoirs, de ces expériences qu'elle va vous partager généreusement. Puisque Myriam, après avoir passé une vingtaine d'années dans le milieu professionnel, a exercé différents postes et notamment des postes à responsabilité, elle est devenue coach, ça fait déjà un peu plus de 15 ans. Et ce qui est très particulier chez Myriam, c'est qu'elle s'est très rapidement passionnée pour une discipline qui s'appelle la communication non violente, que certains appellent un outil, et je sais que Myriam va revenir sur ce sujet. Elle fait partie de celles et ceux très rares qui ont suivi ce cursus extrêmement long. Elle est formatrice certifiée, elle est médiatrice en parallèle et également consultante qualité de vie au travail. Elle accompagne les collectifs à mieux fonctionner, elle accompagne les individus à trouver une place juste au sein des collectifs de travail et à s'y épanouir. Alors, aujourd'hui, pour ce SAV, Myriam va venir nous partager ses connaissances, ses visions, ses expériences du sujet du jour. En l'occurrence, nous allons parler de coopération dans les équipes, de la façon dont les équipes peuvent performer à partir du moment où la qualité de leur relation est bonne. On va parler donc du sujet de la qualité relationnelle. On sait très bien à quel point c'est un moteur extrêmement puissant en termes de performance, et on sait aussi à quel point il peut complètement dégrader la capacité à bien faire son travail et à bien le vivre, bien sûr. Sur le terrain, on voit beaucoup trop de problématiques de relations, de conflits, de mécompréhension et finalement de difficultés et d'incapacité à communiquer. Alors Myriam, à l'occasion de ce SAV, elle va répondre à 2 questions. La première, comment chacun et chacune peut-il mieux comprendre ce qu'il vit, ce qu'elle vit dans le collectif de travail? Comment est-ce que c'est possible de l'exprimer pour retrouver de l'harmonie? Et la deuxième question, comment collectivement on peut trouver une façon de fonctionner qui permette de tenir compte de la singularité des besoins de chacun et de chacune? Pour répondre à ces questions, évidemment, Myriam et moi-même, nous avons travaillé, réfléchi à des idées clés à vous faire passer. Mais je vous rappelle que, cher public, vous fabriquez aussi ce SAV. Vous avez sur le côté de votre écran accès à un chat qui vous permet de poser vos questions, de partager vos commentaires et vos réactions. Et nous allons avoir dans un instant notre animateur farfelu Marco, notre standardiste, qui sera votre porte-parole. Donc n'hésitez vraiment pas à écrire à l'intérieur de cet espace interactif. Ce webinaire est en live et il est également enregistré. Webikeo vous fera passer le replay, l'enregistrement, dès cet après-midi. Bon, allez, c'est parti. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour, oui. Eh bien, on va poser la question tout de suite à Myriam. Allez, c'est parti. Bonjour Myriam. Alors, au travail, pourquoi c'est important de s'occuper des relations? Parce qu'on est quand même là pour travailler avant tout, non, quand même.
Merci de me poser cette question. Merci à tous les deux de me permettre d'être là ce matin. Alors pourquoi, oui, c'est important de s'occuper des relations, donc on est là pour travailler dans le cadre de nos collectifs de travail. Je crois que le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est de prendre conscience que l'être humain est avant tout un être de relation. L'être humain est intrinsèquement social. Et depuis la nuit des temps, nous évoluons, nous prospérons, nous développons grâce aux interactions que nous avons les uns les autres. Le petit enfant, le tout bébé, sans l'intervention d'un adulte qui prend soin de lui, il meurt. Et ça, c'est tout au long de notre vie, nous avons besoin de relations pour nous sentir exister. Que cela soit dans notre environnement personnel, que cela soit dans notre environnement professionnel, nos relations nous aident à nous épanouir. C'est vraiment le socle en fait, de notre épanouissement et de notre bien-être. Et au sein de l'entreprise, les relations jouent un rôle fondamental, non seulement sur l'ambiance au travail, mais une ambiance au travail, on le sait, en tout cas je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, une ambiance au travail qui se dégrade, c'est une performance qui se dégrade aussi. Donc nous sommes des aides de relation, et le premier paradoxe, en tout cas dont j'ai pris conscience, c'est que c'est pas si facile que ça d'être en relation. Et ça a été un vrai apprentissage, et c'est encore un apprentissage, et je pense que ça sera un chemin de toute ma vie, d'être et d'apprendre à être en relation avec fluidité, peut-être légèreté, avec plus d'harmonie et de paix. Ce n'est pas si facile que ça d'être en relation. Et les conflits que nous pouvons vivre, j'imagine que nous sommes une majorité à en avoir connu tout au long de notre vie, notamment au travail. Et ce que j'aimerais, c'est peut-être de vérifier justement, avec peut-être un petit sondage oui-non, vous allez répondre oui-non, si parmi les auditeurs de ce webinaire, il y a en effet des personnes qui connaissent indirectement ou directement des tensions, des désaccords, des conflits au travail. Et voilà, ça va nous permettre peut-être d'avoir la température de notre public aujourd'hui. Est-ce que Marco, tu pourras me donner les informations par rapport à ce sondage? Oui, je vis indirectement, directement des conflits, des situations tendues, des difficultés relationnelles au travail. Non, je n'en vis pas. Alors, j'attends les réponses de tout le monde et je te fais bien sûr ce retour. Super. Pendant que le public contribue, Myriam, je veux bien rebondir sur ton entrée en matière. Parce que souvent, sur le terrain, quand on diagnostique les raisons pour lesquelles les équipes ne fonctionnent pas bien et les raisons pour lesquelles les organisations s'intéressent à la QVT et nous contactent en disant on veut mettre en place une démarche qualité de vie au travail, quand on démêle la pelote, 9 fois sur 10, le problème, c'est un problème de relation. Exactement. Donc, il y a les problèmes d'organisation, d'ergonomie des postes, d'inclusion. En fait, le sujet 9 fois sur 10, c'est un problème de relation. Et c'est toujours assez épatant de se rendre compte que finalement, on va aller faire beaucoup de formations techniques sur des hard skills pour avoir des compétences métiers, du geste, et que les compétences comportementales sont finalement réservées en termes de formation au cadre, au manager. C'est-à-dire que relationner, ça s'apprend, oui, mais seulement quand on est manager. Oui, ou alors quand il y a des difficultés relationnelles, on dit cette personne-là, elle ne sait pas faire, donc elle doit aller se former. Et donc parfois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est pas seulement parce qu'à mon nez, j'étais en difficulté que je suis la seule responsable ou le seul responsable de ça. Donc, je te rejoins, Emmanuel, c'est qu'en effet, alors je vous prie aussi de m'excuser pour la petite toux que j'ai qui traîne et qui dure, mais je vais faire attention à ça. C'est un autre paradoxe, c'est qu'en fait, l'essentiel de nos difficultés dans nos entreprises, dans les organisations de travail, sont liées aux relations. Donc, je vais le dérouler, j'attends de voir le sondage et puis je vais venir sur ça. Alors, effectivement, on a quand même beaucoup plus de oui que de non. Il y a assez peu de non. Il y a des oui où avant, c'était pas terrible. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Il y a des problèmes de non-dit. On entend des problèmes de tension, essentiellement des problèmes de tension. Donc, le oui l'emporte avec une immense majorité, on s'en doute un petit peu. Et les non-dits, c'est quelque chose de problématique. Souvent, les personnes, quand elles ne disent pas les choses, c'est vraiment pour se protéger, en fait, prendre soin de soi, c'est-à-dire peur du jugement, peur de générer un conflit, peur d'amplifier une situation, peur d'embêter ou de gêner l'autre. Parfois, c'est à quoi bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne sert à rien. Et finalement, on s'aperçoit qu'en ne disant pas les choses, j'emmagasine de la frustration, de la colère, et à un moment donné, il va y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et finalement, ça va être ni bon pour soi, ni bon pour la relation, soit ça implose et je dors plus, je somatise, soit ça explose, et finalement ça dégrade la relation.
Et en plus, voilà, donc c'est toute la difficulté d'apprendre à dire les choses. D'ailleurs, on dit souvent, hein, Myriam, que… Voilà. Excusez-nous, ça sonne. Hein. Service après-vente à QVT, bonjour. Ah, ça ressonne. Hop là, j'arrête à dérégler le téléphone. Oui, je vous écoute. Bonjour Séverine. Oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, ça peut être contradictoire. On pose la question. Oui. S'occuper à la fois des individus et du collectif, ça peut être un petit peu contradictoire, antinomique, non? Oui. Alors, en effet, ça peut être contradictoire. Je vais juste revenir, du coup, montrer l'importance des relations, et puis après, je vais enchaîner sur la question de Séverine. Merci Séverine de l'avoir posée. En tout cas, pour revenir à ce paradoxe que nous sommes des aides de relation, c'est difficile d'être en relation. Le deuxième paradoxe aussi que j'ai constaté en entreprise, et je rejoins dans ce que tu dis Emmanuel, c'est qu'en fait, bien qu'il y ait des études qui démontrent l'importance des relations, là je vais prendre une étude de l'OVAT, de l'Observatoire de la vie au travail, qui a montré que la qualité des relations au travail est un des principaux facteurs qui influencent le bien-être et la performance au travail. Un climat de confiance et de coopération, ça permet de réduire le stress, ça améliore la satisfaction professionnelle, et quand je suis bien au travail, je produis et je peux mieux faire mon travail. Il y a un autre élément essentiel que j'aimerais partager aussi, et j'invite vraiment les auditeurs à regarder, c'est un TED de Robert Waldinger, qui parle en fait de la plus longue étude réalisée sur le bonheur, qui a duré 75 ans. Donc, pendant 75 ans, une équipe de chercheurs de Harvard a suivi la vie de plus de 700 jeunes hommes. Donc, ça a commencé en 1938, donc ça date. Ce ne sont pas les mêmes chercheurs qui ont continué l'étude jusqu'au bout. Il y a eu des relèves, il y a eu de la relève. Et donc, pendant près de 75 ans, ils ont suivi les états émotionnels, les états physiques, la vie de ces personnes. Ils ont intégré les partenaires, les descendants. Et la conclusion extraordinaire de cette étude, en tout cas que moi je trouve extraordinaire, c'est que les personnes qui ont la plus longue espérance de vie en bonne santé, ce sont les personnes qui avaient des relations de qualité. Donc, malgré, en effet, par rapport à ce que tu dis, Emmanuel, malgré le fait qu'il y ait des… Voilà, en tout cas, il y a des études qui le montrent, il y a des choses qui sont faites pour, la qualité, en tout cas, les relations ne sont pas forcément, je dirais, l'élément central ou la priorité dans nos organisations de travail. On va commencer en fait par s'occuper de la productivité, de la rentabilité. On va mettre en place des process de production. On va mettre en place du lean management, des normes ISO. Tout va être fait pour organiser d'une manière la plus fluide possible, la plus rentable, la productivité. Sauf que ça fonctionne, mais au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus et qu'il y a des petites graines comme ça, des petits grains qui vont venir bloquer les rouages. Et comme tu l'as dit, 9 fois sur 10, c'est lié à les relations. Des zones de tension qui vont se mettre, qui vont être liées peut-être au non-dit, au malentendu, et qui ne sont pas traitées en temps et en heure, et que finalement, ça prend des proportions en fait, qui viennent vraiment impacter de manière assez parfois problématique la performance des équipes. Donc ça, c'est prendre soin important que ces zones, voilà, on ne prend pas soin de la relation alors qu'on sait pertinemment que c'est fondamental. Ça, c'est vraiment le deuxième point. Et donc, les impacts par rapport à ça sont assez considérables. Et je vais l'illustrer par un exemple d'une grosse association de l'économie sociale et solidaire que j'ai accompagnée. Un jour, la directrice m'appelle affolée. Elle était démunie. En fait, elle ne savait plus comment faire pour pouvoir gérer en fait son équipe support au siège, composée de professionnels de la comptabilité et des ressources humaines, qui n'arrivaient plus à s'entendre. Donc, c'était assez catastrophique. Voilà, on était arrivé aux insultes, aux menaces, c'était vraiment, avait des conséquences, en tout cas des conséquences sur la qualité de vie au travail, évidemment, des arrêts maladie à répétition, des difficultés à recruter, du sous-effectif, donc une surcharge de travail. Plus il y avait une surcharge de travail, plus il y avait du stress, plus les gens se criaient dessus, et finalement, on n'arrivait pas à fonctionner. Donc, on était rentré dans la spirale de la violence. Tout ça parce qu'en fait, à un moment donné, l'activité a pris le dessus des relations. Donc, il y a vraiment pour moi urgence à prendre soin de la relation et à remettre l'humain et la relation au cœur de nos préoccupations dans le monde du travail. Et Myriam, juste excuse-moi, mais du coup, comment on fait de ton expérience pour convaincre les décideurs de mettre la compétence de relationner en priorité? Raconte-nous les fois où tu as réussi. Quand j'ai réussi, là, après je reparlerai de cette équipe-là plus tard, quand peut-être je vous expliquerai comment j'ai fait, mais
je ne sais pas s'il faut chercher à convaincre. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de chercher à convaincre absolument, mais c'est peut-être de montrer par l'exemple, de démontrer par l'exemple que ça fonctionne et que ça peut fonctionner. Donc, je pense que en partageant les expériences qui ont réussi, ça, voilà, et pour donner envie, c'est ça qui moi, me semble plus en tout cas pertinent que de chercher à convaincre. Et je suis appelée, en tout cas quand on m'appelle, c'est souvent pour éteindre des feux. C'est rarement en préventif. Oui, mais oui. Et donc, j'interviens. Et donc là, c'est. Les conflits sont déjà installés et les pertes de performance, d'engagement, etc. sont déjà constatées. Ça ne marche pas à tous les coups. Parce que là, un des prérequis, et pourquoi ça a fonctionné avec cette équipe, c'est que non seulement la directrice avait envie que ça bouge, et elle était prête à faire aussi des efforts, et que chaque membre de l'équipe avait envie que ça bouge, et chacun était prêt à faire des efforts. Voilà. Donc, ça a été vraiment quelque chose une envie collective de faire bouger les choses. Donc, je vais reprendre la question de Séverine. Donc, comment on prend soin à la fois des individus et des collectifs? Est-ce que c'est contradictoire? Mais peut-être que pour moi, c'est déjà d'avoir cette conscience que nous sommes dans des écosystèmes de relations. Les entreprises, ce n'est pas simplement des structures où les individus travaillent côte à côte, même si parfois on a l'impression que c'est ça. Mine de rien, on est quand même dans un écosystème de relations. Et un écosystème, c'est quoi? C'est un ensemble, voilà, d'êtres vivants qui se côtoient, qui vivent au sein d'un milieu, d'un environnement, et qui interagissent entre eux et qui interagissent aussi avec cet environnement, avec ce milieu. Donc, c'est vraiment important de redonner toute la place à la relation dans nos collectifs. Et forcément, et c'est là où la notion d'individuel va rentrer en ligne de compte, je ne peux le faire qu'à partir aussi de moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est travailler sur soi et travailler sur le collectif. C'est ce qu'on a fait avec l'équipe de cette grosse association. Hein. Il y a eu un vrai travail individuel et ça n'a pas été simple. Pas forcément possible tout de suite pour certaines personnes. Et puis, il y a eu ce travail sur le collectif. Et je crois que dans un premier temps, il est nécessaire que chaque collaborateur, chaque salarié, chaque travailleur, en fait, prenne conscience de ses habitudes de fonctionnement individuel. C'est ce travail que j'ai fait sur moi aussi, de comprendre comment je fonctionnais au niveau des relations, comment je communiquais vers l'extérieur, et de me rendre compte que quand je suis en stress, quand je suis en situation dégradée, mes comportements vont avoir un impact sur les autres. On parle de contagion émotionnelle, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment ça qui se passe. J'imagine que vous avez déjà remarqué que quand votre collègue il est stressé, ou elle est stressée, combien elle est stressante ou il est stressant. Quand il est angoissé ou angoissée, combien elle est angoissante ou il est angoissante. Idem pour vous. Quand vous êtes énervé, vous devenez énervant pour les autres. Donc, pour pouvoir fonctionner, c'est de prendre conscience de nos impacts. Déjà, individuellement, nous avons quelque chose à faire. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous allons avoir un impact sur les autres. Nous sommes reliés les uns les autres, et c'est ce que moi j'appelle l'interdépendance. Et si je n'ai pas conscience de cette interdépendance, si je suis dans la méconnaissance, si je ne veux pas prendre en considération cette interdépendance, et que je veux rester dans un mode individualiste ou en mode protection, parce que souvent c'est des réflexes de protection, alors les impacts vont être extrêmement importants sur le collectif, et au niveau individuel également. Je vais juste illustrer ça avec un autre exemple d'une autre entreprise que j'ai accompagnée, donc qui est une belle entreprise du bâtiment avec un dirigeant qui est en train de révolutionner toute la culture managériale pour ramener le niveau de décision au niveau le plus juste. Donc, il m'avait demandé d'intervenir aussi pour initier tous ses collaborateurs à la communication non violente. Et donc, à un moment donné, il m'a fait intervenir aussi sur une équipe, voilà, c'est les conducteurs de travaux avec leur assistante qui gérait tout l'administratif des travaux. Et en fait, elle était arrivée à un point de mal-être tellement important, et le dirigeant qui a cette ouverture de cœur avait pu percevoir ça, mais elle s'était enfermée dans son mode de fonctionnement. Pour elle, voilà, elle avait l'impression que personne ne faisait attention à son travail, qu'elle s'épuisait, que personne ne s'intéressait, personne l'aidait. Donc, en travaillant avec elle, en lui faisant prendre conscience que son mode de comportement ne générait pas de la communication, personne n'avait envie de l'avoir, et donc du coup, elle produisait ce qu'elle ne voulait pas, c'est-à-dire de l'isolement, et elle se retrouvait seule à gérer une charge de travail énorme. Donc, et de revenir à ce qui est important pour elle, de vivre du soutien, du respect de la législation, parce que c'était une partie de son boulot, et prendre conscience aussi de comment fonctionnaient les conducteurs de travaux, leurs enjeux sur les chantiers avec les aléas, les difficultés à gérer les différentes parties prenantes, avec leurs enjeux aussi différents. On a pu ensemble, voilà, construire des solutions qui conviennent aux deux.
Mais c'est parti voilà, d'elle. Si elle n'avait pas pris cette conscience-là de son mode de fonctionnement, ça aurait été difficile. Donc, ça passe de l'individuel au collectif. Et ça permet de voir qu'en fait, moi j'aime bien aussi, comment dire ça, de voir de prendre conscience que nous vivons, et c'est pas si simple que ça, dans un système de domination. Alors, je vais passer les diapos à l'écran, donc je vais partager un petit document. Ça vous va? Ça y est. Donc, nous sommes dans un système de domination qui est vieux depuis 8000 ans et qui repose sur la croyance centrale, il existe le bien et le mal. Donc ça, c'est important. Et il existe le bien et le mal, et l'être humain ignore ce qui est le bien et le mal. Donc si l'être humain ignore ce qui est le bien et le mal, il est important de lui apprendre ce qui est le bien, à distinguer en tout cas le bien du mal. Et donc le système éducatif, en tout cas l'éducation que nous connaissons tous, c'est nous apprendre à reconnaître le bien du mal par des moyens tels que la punition, la récompense, le déni de choix, les reproches, le jugement, etc. J'imagine que ça parle à beaucoup d'entre nous. Tu fais bien ton job, tu es récompensé. Tu fais mal ton job, tu es puni. Et ça, on le connaît depuis l'enfance. Donc, qu'est-ce que ça va générer comme comportement? Ça va générer des comportements souvent de rébellion, de soumission. Et donc, des structures où il va y avoir de la compétition, où il va y avoir donc de la compétition et forcément un langage qu'on va utiliser qui va être le langage du reproche, le langage du jugement. Et nous allons agir en fait vraiment par la recherche, motivés par la peur justement, fuir la punition ou au contraire aller chercher la récompense, fuir la honte, fuir la culpabilité et vraiment nous agissons non pas parce que ce qui est important pour moi, ce qui est important pour nous, pour chacun d'entre nous, voilà, nous avons envie de l'exprimer, mais nous agissons juste parce que il y a quelqu'un qui nous dit, qui a su nous dire à un moment donné, voilà, ce qu'il faut faire et ce qui est bien à faire. Donc, selon des conditionnements et des normes qui nous ont été imposés. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça peut créer en fonction des expériences des uns et des autres, on va avoir plutôt la partie de ceux qui vont se rébeller. Et donc, s'il y a de la rébellion, il va falloir renforcer le système de domination, voilà, et on va être dans le pouvoir sûr, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est moi qui décide. Donc il y a toujours un sachant et celui qui doit appliquer, et on est toujours finalement le dominant et le dominé de quelqu'un. Et puis il y a aussi ceux qui vont par rapport à leur expérience plutôt être dans la soumission. Et cette soumission, elle va générer, oui, finalement il y a des gentilles personnes mortes qui font ce qu'on leur dit, donc on continue à appuyer ce système de domination, en tout cas à le maintenir en vie. Le but, c'est pas de dire ce système il est mal ou il est bien, c'est juste de dire, voilà, de prendre conscience qu'il existe et que nous sommes dans des systèmes comme ça et que dans nos entreprises, dans nos organisations de travail, nous sommes souvent dans des systèmes de domination. Donc, ce que propose la communication non violente, c'est justement de peut-être changer son regard et d'aller vers un autre modèle, que moi j'appelle le système de coopération. Enfin, moi, je n'appelle pas ça. La communication non violente propose ça. Avec la croyance centrale que tous les êtres humains ont des besoins et que toutes les actions sont des tentatives pour satisfaire les besoins. L'être humain aime par-dessus tout contribuer au bien-être, le sien et celui des autres. À partir du moment où on est sur cette croyance-là, finalement, en termes d'éducation, l'éducation est différente. L'éducation, c'est d'accompagner chacun à la conscience de nos besoins mutuels. C'est de permettre à chacun de s'écouter et d'aller voir quand il se passe quelque chose qui ne me convient pas, de voir que voilà, face à un événement, comment je me sens, de me reconnecter à mes sentiments, à mes émotions, et puis d'aller voir derrière ces sentiments et émotions qui sont témoins de ce qui est important pour moi, quels sont mes besoins, et de retrouver mon pouvoir d'action pour pouvoir poser un petit pas qui soit au service d'eux et non pas en réaction. Donc, dans un système, je vais être plutôt en réaction parce que je ne sais pas faire autrement. Et là, c'est d'apprendre à s'écouter et aller voir qu'est-ce que je vis. Donc, c'est vraiment de remettre l'intention derrière, c'est vraiment de développer la responsabilité individuelle. Et après, je pouvais faire des demandes aux autres. Donc là, on est dans l'autonomie, je retrouve ma responsabilité, mon pouvoir d'action, et je suis en relation avec les autres, je vais pouvoir faire des demandes, et on va co-construire ensemble des solutions qui vont satisfaire les besoins de chacune des parties. Donc ça, c'est vraiment important, et de voir qu'en fait, ça va créer des systèmes, des structures
où il va y avoir de la coopération et de l'interdépendance. Et où, finalement, nous allons pouvoir être ensemble dans le respect mutuel de chacun et chacune. Donc, nous allons agir non plus par la peur d'avoir une punition ou de chercher une récompense. Nous allons plutôt être motivés par l'envie de contribuer, à prendre soin des besoins des uns et des autres. Et là, on apprend à être en référence interne, non plus quelqu'un qui sait mieux que moi ce qu'il y a. Voilà. Mais nous ne sommes pas seuls sur une île déserte, nous sommes en interaction. Et c'est ça qui est important, c'est de voir qu'il y a de l'autonomie et de l'interdépendance. Et nous avons le choix entre ces deux systèmes, de naviguer entre ces deux systèmes. Et ça, c'est important de voir que nous avons le choix à chaque instant de naviguer entre ces deux systèmes-là. Et je vais l'illustrer, voilà, donc notamment, et qu'en ayant conscience de ce choix, de voir que finalement, passer de l'individuel au collectif, c'est passer par 3 niveaux. Le niveau relationnel, personnel, la relation à soi, le niveau interpersonnel, la relation aux autres, de voir que quand on est sur ces 2 niveaux-là, ça permet aussi d'avoir un impact sur nos écosystèmes, donc d'avoir un impact de changement social sur le système d'une manière plus globale. Je peux illustrer par un exemple, peut-être de voir que au niveau de, si je viens d'assister à une réunion pendant 2 heures et finalement il ne s'est rien passé pendant cette réunion. Et puis que je ressors, je suis dégoûtée, j'en ai marre, c'est toujours pareil, on est dans une réunionnite dans cette boîte, il n'y a jamais rien qui se passe, les animateurs ils ne savent même pas gérer l'animation, on tourne en rond, il y a toujours les râleurs, bref, je viens de perdre 2 heures de mon temps, j'en ai marre. Je peux passer ma journée à ruminer les 2 heures que j'ai passées. Donc ça, je peux être en réaction et rester dans l'ancien système et du coup, ok, soit m'énerver, aller voir le chef, dire je suis pas content, etc., donc être en rébellion, ou être en soumission et dire tant pis, c'est comme ça, et la prochaine fois, je continuerai à aller aux réunions, même si je perds. Mais je peux aussi mettre de la conscience de qu'est-ce qui se passe pour moi. Et donc, au lieu de porter de mettre la lampe torche à l'extérieur et de chercher un coupable à l'extérieur, d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai passé 2 heures de mon temps dans une réunion où il n'y a aucune décision qui a été prise. Comment je me sens là? Je suis peut-être en effet désabusée, peut-être lasse en fait d'avoir vécu ça. Et qu'est-ce qui est important pour moi dans ce cadre-là? À quoi j'aspire dans cette situation-là? En fait, j'aspire à préserver mon temps, mon énergie. C'est important pour moi de préserver mon temps, mon énergie. J'ai besoin aussi peut-être d'efficacité. Et donc, je peux peut-être faire une demande à moi-même déjà. Peut-être que la prochaine fois qu'il y a une réunion à laquelle je suis invitée, poser des questions. Est-ce que cette réunion-là, elle est indispensable? Est-ce que je suis la bonne participante pour y participer? Est-ce que je suis compétente pour apporter mes compétences et que ça va servir au collectif? Est-ce que je suis en mesure d'apporter une responsabilité dans la prise de décision? Est-ce que c'est important pour moi d'y assister parce qu'il y a de l'information qui va m'être utile? Et donc, de pouvoir me dire, la prochaine fois, le petit pas, c'est préserver mon temps, mon énergie, ça passe peut-être par me poser toutes ces questions-là et de décider d'y aller ou de ne pas y aller. Et puis, en fonction de ça, si je décide de ne pas y aller, peut-être prévenir, donc passer au niveau interpersonnel. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser l'organisateur de la réunion sans avoir de nouvelles de ma part. C'est peut-être d'aller le rencontrer et puis de lui dire, moi, il se passe ça pour moi. Mais qu'est-ce qu'il en est pour toi? C'était quoi ton intention de m'inviter à la réunion? C'est quoi ton besoin derrière? Et ton aspiration? Et ensemble, on va peut-être pouvoir co-construire des solutions. Et puis, si on continue ça, finalement, ça va avoir un impact aussi au niveau plus large, au niveau de notre système de travail, donc au niveau changement social. C'est-à-dire que peut-être qu'on va pouvoir mettre en place de nouvelles façons de faire, et au lieu de systématiquement se dire je suis invité à une réunion, j'y vais, à se poser des questions. Et peut-être que même on pourrait mettre en place des groupes de travail pour réfléchir à des process, ou en tout cas à des modalités de réunion qui soient plus efficientes et qui permettent de satisfaire les besoins, de préserver son temps et son énergie. Donc ça, c'est intéressant de voir que l'individuel et le collectif, ça passe par le niveau personnel, la relation à soi, ce qui me permet, en me connaissant mieux, de pouvoir mieux interagir avec les autres, d'être en capacité aussi d'écouter ce qui se passe pour les autres, et puis ensuite peut-être de provoquer, et en tout cas d'amener des changements au niveau plus large, au niveau du système.
Et là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ça fait le lien aussi avec les outils Unjo. Et c'est pour ça que je suis très heureuse aussi de faire partie de l'équipe Unjo au niveau de la qualité du travail. C'est de voir qu'en fait, Unjo qui valorise le bien et le bien travailler, le bien vivre ensemble, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde, donc on partage ces mêmes valeurs. Et donc, c'est vraiment, je me sens vraiment en cohérence avec ça. C'est que quand on regarde l'autodiagnostic MaQVT, c'est ça, c'est aussi comment rendre chaque travailleur acteur de sa propre qualité de vie au travail. Donc être à l'écoute de ce qui se passe pour lui, pour pouvoir poser des premiers petits pas qui vont permettre de favoriser, enfin en tout cas d'améliorer sa qualité de vie au travail. Puis après, il y a les outils collectifs, l'audit QVT, la fresque QVT, enfin, tu en parlerais mieux que moi, Manuel, mais en tout cas pour moi ça a du sens parce que là on va travailler sur le ressenti des équipes, on va avec l'intelligence collective, on va les engager de manière opérationnelle, on va les engager de manière motivante aussi à prendre soin du bien vivre et du bien travailler ensemble. Donc tout ça fait du sens. Mais ça passe par le niveau personnel, au niveau interpersonnel, pour amener du changement plus global dans la structure. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour Nathalie. Ah il est déréglé, ce téléphone est déréglé. Oui, Nathalie, oui. Ah oui, oui. Ah oui, il y a ça en plus, oui. Oui, on va poser la question à Myriam. Oui, est-ce que le fait du travail en hybride, c'est-à-dire un petit peu de présentiel, un peu de distanciel, ça ne complique pas aussi les relations au sein des équipes? Alors oui, ça complique les relations au sein des équipes, parce que quand on ne se voit pas, en plus avec le télétravail, en effet, il y a même des collectifs qui n'arrivent plus à se voir, hein, donc ça s'organise en fait. Je crois que ça part d'une volonté de est-ce qu'on a envie de prendre soin de nos relations et de notre collectif de travail et comment on y prend soin. Et pour ça, ça nécessite vraiment un effort de mettre de l'énergie à prendre soin de ce collectif. Donc, si je suis une partie de l'équipe n'est pas là, une partie est au travail, ou se croise et ne se voit plus, ou se voit mais de manière très ponctuelle dans la semaine, c'est de privilégier ces moments où on va se rencontrer. Donc, il y a des modalités de communication, de relation quand on n'est pas ensemble physiquement, et puis il y a des modalités de relation quand on est ensemble. Donc oui, ça complique, mais en même temps, qu'est-ce qui n'est pas compliqué, hein, voilà, au contraire, c'est un challenge. Donc, comment, malgré le fait qu'on ne soit pas forcément sur un même lieu, on arrive à entretenir des relations. Je le vois aussi dans les équipes qui sont géographiquement dispersées en fait, hein, sur des sites différents. Ça aussi, c'est compliqué. Et ça nécessite vraiment, souvent, on va pas les réunir parce que ça a un coût, hein, et je l'entends, hein, un coût au niveau de temps, au niveau des déplacement, etc. Et en même temps, si les équipes n'arrivent pas à créer de l'interconnaissance, il y a quelque chose qui ne va pas se passer, le lien ne va pas pouvoir se créer. Donc, c'est nécessaire de vraiment mettre de la conscience et c'est vraiment un effort. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin des relations? Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça d'un claquement de doigts. Ça demande un effort. Myriam, est-ce que je peux te demander de désafficher, sauf à ce que tu aies une autre slide pour qu'on te voit bien en grand? J'ai juste envie de rebondir sur l'exemple que tu donnais. Je souriais, je me marrais parce que ça me faisait penser à une expérience récente d'un responsable QVT qui nous contacte en disant « Écoutez, je pense qu'il faut qu'on revoie toute la stratégie QVT. Là, il y a vraiment des choses à améliorer. » Ok. Et finalement, je l'interroge, j'essaie de qualifier la demande, de comprendre d'où vient son besoin de refondre, de réinventer, de revisiter. Et en fait, il m'explique que pendant les réunions du comité QVT, il constate qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il partage et à ce qu'il exprime. Et donc, je lui demande comment il arrive à le faire le diagnostic que ce n'est pas intéressant. Et il m'explique que tout le monde est derrière son ordinateur pendant la réunion. Je souriais quand tu disais finalement formuler une demande. Je pense que les membres du comité QVT n'avaient pas formulé la demande de pouvoir traiter leur mail pendant qu'ils étaient en réunion avec lui. Et en fait, c'est juste pour illustrer ce côté un peu caricatural, mais le fait que déjà, si moi je m'interroge, quand je constate qu'il y a un problème, je vais supposer la raison pour laquelle les gens se comportent de telle manière. Du coup, je me fabrique j'ai mon petit vélo qui tourne, je me fabrique toute une histoire, ce qui fait que du coup, je m'embarque dans un projet. J'imagine que ce que j'ai fait, ça ne va pas. Et donc, du coup, il faut faire des nouvelles choses. Et je vais chercher à convaincre les gens pour les embarquer dans un nouveau projet. Mais en fait, c'est du délire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, juste, balle au centre, ramener à des choses tellement simples. J'ai observé que
que déjà vous prenez vos ordinateurs et que vous les ouvrez pendant que je parle. Et j'observe que vous avez l'air de pas être en train de prendre des notes de ce que je raconte, quoi. C'est simplement, en fait, partager ce qu'on observe, exprimer que c'est compliqué à vivre, en fait, ce qu'on observe, partager peut-être les interrogations que ça génère dans notre tête. Finalement, Myriam, tout ce que tu racontes, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment du bon sens. Juste du bon sens. Exactement ça, c'est du bon sens. C'est comment finalement je m'écoute et j'écoute l'autre. Et comment on partage ce qu'on vit. C'est exactement, c'est que du bon sens. Sauf que c'est pas si simple que ça parce que moi, j'ai pas appris à parler avec les autres. Oui. Ma communication, comment j'ai enfant, je crois que j'ai observé ce qui se passait autour de moi. Hein. C'est par mimétisme. Hein. J'ai regardé les adultes. Alors, c'est vrai que moi, j'étais une famille où ça criait pas mal. Donc, bon, j'ai pas crié longtemps parce que je crois qu'on m'a demandé d'arrêter de crier. Donc, et on observe à l'école les enfants, voilà, ils observent les adultes autour. Pardon. Et en fait, notre compétence en communication, elle se fait par mimétisme. On apprend d'une manière en regardant les autres. À l'école, moi, j'ai appris à écrire, j'ai appris à lire, j'ai appris à compter, mais j'ai pas appris à dire quand j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe pour moi. J'ai pas appris à faire des demandes, voilà, qui sont au service de mes besoins. J'ai pas appris à dire non, un vrai non, à entendre aussi et à accueillir un non de l'autre. Tout ça, je l'ai pas appris. Je l'ai appris beaucoup plus tard quand j'ai cherché vraiment des solutions pour arriver à m'en sortir dans mes relations où je m'empêtrais, où j'étais pas bien. Donc oui, c'est du bon sens, et en même temps, on a tellement de conditionnements différents que c'est et on part tout de suite dans notre mise en scène en fait. On a un mental extrêmement développé qui fait qu'en fait, voilà, ça mouline tout le temps. Et que dire à Nathalie, tu vois, qui pose une question dans le chat où en fait elle raconte que il y a des moyens qui ont été mis en place, donc il y avait une ambiance de travail a priori qui était plutôt délétère. Ils en ont parlé, il y a des moyens qui ont été mis en œuvre, bon, a priori inadaptés aux problématiques réelles. Et du coup, sa boîte a plutôt mis l'accent sur embaucher, alors que le problème, finalement, il était plutôt en interne. Donc, elle dit pourquoi. Pourquoi ça parce qu'en fait, je crois qu'on a... alors, je ne sais pas, je ne connais pas cette entreprise-là et il y aurait peut-être du temps. Est-ce qu'on s'est vraiment écouté? Est-ce que chacun a écouté ce qui se passe pour l'autre? Est-ce qu'on a vraiment pris le temps de s'écouter et de voir les difficultés vécues par les uns et les autres? Et du coup, de poser, en fait, voilà, moi, ce que je vis, c'est ça. Ce qui est important pour moi, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire du « et » avec tout ça ou pas? Et ce temps-là, souvent, en fait, il y a cette espèce d'urgence dans laquelle on vit aujourd'hui. Tout est urgent. Et donc, on se laisse embarquer dans, en tout cas pour moi, ce que je peux observer, dans l'urgence du résultat, d'être opérationnel. Et on ne prend pas le temps de s'écouter, tout simplement. Et ce temps-là, il est important parce que ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps gagné pour après. Et après, parce que si on ne prend pas ce temps-là, après, on va gérer les conflits, on va gérer les tensions, on va passer du temps aussi. Et ça, c'est le bon sens, comme tu dis, Emmanuel. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais il n'apparaît pas tout de suite. Mais moi, ce que j'entends aussi dans le témoignage de Nathalie, c'est que les moyens qui ont été mis en œuvre, elle-même a dit qu'ils étaient inadaptés aux problématiques réelles. Donc, ça veut dire qu'il y avait bien une conscience des problématiques. Est-ce que cette conscience, elle était partagée? Est-ce que tout le monde les a entendues de la même manière? Est-ce que, du coup, on a associé le personnel pour choisir des moyens qui seraient adaptés pour répondre aux problématiques? Enfin, c'est tout l'enjeu de la concertation sociale, du dialogue en qualité de vie au travail. C'est pas une DRH dans un coin qui choisit un prestataire et qui déroule. Ça marche pas comme ça. Chacun est acteur et on prend les décisions ensemble. Et puis quand elle parle de finalement l'accent est mis sur les embauches et finalement pourquoi, moi Nathalie, je connais pas la boîte plus que Myriam, mais ce que vous racontez, on le voit beaucoup sur le terrain, c'est une forme, selon moi, et les DRH parfois l'avouent, hein, c'est une forme de fuite en avant. C'est-à-dire que on n'a tellement pas appris à gérer les relations, c'est tellement compliqué d'écouter les gens, c'est tellement malaisant. On est tellement peu habitué socialement à parler des problématiques de santé mentale. Ça vient tellement nous chercher à titre perso qu'en fait, gérer tout le merdier à l'intérieur, ça fait tellement peur aux managers qu'on n'a jamais formés, à qui même on n'a jamais raconté que manager, ça voulait dire gérer ça, quoi. Qu'en fait, on dit à la DRH, tu sais quoi, t'es mignonne, mais va me chercher des nouveaux talents, là, des gens qui vont arriver tout frais, tout verts, de bonne humeur, qui seront contents d'avoir un job. Tu vas me les mettre dans l'équipe et ça va diluer un peu la mauvaise ambiance. Ouais, et pour moi, là aussi, Emmanuel, si tu me permets, c'est vraiment que on est dans l'ancien système. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui sait ce qui est mieux pour les autres. Ouais, voilà. Et donc, on va imposer sa solution sans prendre en considération vraiment le vécu de chacun.
Alors qu'en fait, quand on est dans un système de coopération, c'est ça, c'est s'écouter, écouter le vécu de chacun et de voir comment on peut faire duer avec tous les besoins de chacun. Et donc, forcément, il va y avoir du dialogue. Donc, quand on est sur... voilà, c'est ça. S'il n'y a pas cette écoute-là et ce fait qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que d'autres. Ouais, je pense qu'il y a ça, effectivement. Et il y a la croyance aussi, tu parlais du temps tout à l'heure, qu'en fait, on va passer du temps, voire même on va perdre du temps, alors qu'au final, quand on est en train de réfléchir, mettre en œuvre des solutions qui sont inadaptées, on perd un temps fou. Recruter quelqu'un, entre le moment de définir le poste, poster les annonces, faire les entretiens, jusqu'à l'onboarding, jusqu'à ce que la personne soit compétente, le temps dépensé, il est gigantesque. Oui, puis en plus, si la personne elle arrive dans un environnement où les conflits, les difficultés persistent, elle ne va pas rester. Donc finalement, on va avoir du mal à maintenir le recrutement, on va avoir du turnover et finalement, on ne va pas y arriver. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi dans la situation que j'ai accompagnée. C'était exactement ça. C'était pas résolu, ils remettaient en place des process, mais tant que la relation n'était pas là, en fait, les gens ne restaient pas. C'était invivable. Donc, tout à fait. Service après-vente QVT, bonjour. Bonjour Jeanne. Oui, il y a toujours déréglé ce téléphone. Oui. Ah oui, oui. Et oui, venons un petit peu aux solutions. Eh oui. On demande tout ça à Myriam. Bon, Myriam. Oui. Alors, comment la communication non violente peut aider dans tout ça? Ok, alors je vais expliquer en quoi ça peut aider. Peut-être d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, mais très brièvement ce que c'est, en tout cas pour moi, je partageais plutôt ma perception et mon expérience de ce que c'est. Pour moi, c'est la communication non violente. C'est vraiment une approche qui va potentialiser toutes les autres démarches de management et de communication et qui va vraiment favoriser l'envie de coopérer. Elle a été élaborée dans la fin des années 80 par le docteur Marshall Rosenberg, qui était psychologue clinicien américain, qui était collaborateur de Carl Rogers. Carl Rogers, c'est aussi un psychologue clinicien qui est le père de l'approche centrée sur la personne, donc vraiment un psychologue humaniste, et puis c'est le père de l'écoute active aussi, que beaucoup d'entre nous connaissons. Et quand moi j'ai découvert la CNV, en passant, si je vous parle un peu de mon expérience, j'y suis pas allée pour dire, j'ai envie de me transformer. Moi, j'y suis allée en me disant, j'avais des soucis avec mes enfants, je n'arrivais plus à gérer leurs conflits, c'était l'enfer à la maison, des difficultés entre eux et moi, entre eux, et puis entre eux, ils se bagarraient sans arrêt. Quand ils étaient plus petits, je ne savais plus quoi faire, et mon intention, c'était vraiment que ça cesse et qu'ils changent. Voilà, donc quand j'ai cherché des moyens pour pouvoir mieux vivre ma vie de famille, c'était faire changer les autres. Donc voilà, je suis arrivée avec mon conditionnement, forcément, s'il y a un problème, c'est la faute des autres. Et en fait, j'ai découvert tout à fait autre chose. Et ça a été vraiment un formidable chemin de découverte de moi-même et d'écoute de moi-même pour pouvoir mieux après être dans la relation. Alors, je ne dis pas que ça m'a permis de résoudre tous mes problèmes. Les relations difficiles, j'en ai encore. Par contre, je les aborde d'une manière différente. Et ça, c'est vraiment important. Donc, la CNV, c'est surtout pas c'est surtout pas un moyen de vouloir changer les autres. C'est pas un moyen de pression, c'est pas un moyen de manipulation. Sinon, ça ne marche pas. C'est ni un langage bisounours. Souvent, j'entends parler de dire la CNV, c'est bisounours. Non, parce que c'est aussi un formidable outil d'affirmation de soi. En tout cas, moi, le processus de la communication violente m'aide tous les jours à pouvoir mieux m'affirmer. Je suis plutôt du genre, moi, des soumis. Je ne suis pas quelqu'un qui se rebelle beaucoup. Donc, du coup, dire les choses quand ça ne va pas, c'est compliqué. Et c'est toujours un peu compliqué pour moi. J'ai un certain nombre d'années de conditionnement derrière moi. Donc, ça m'aide à m'affirmer. Et puis, c'est pas non plus une baguette magique qui supprime tous les conflits comme ça. Non, les conflits font partie de la vie. Nous sommes tous différents. C'est ça qui crée notre richesse et notre diversité, qui fait que face à un problème, on va pouvoir être innovant, créatif. Et la contrepartie, c'est que ça crée des désaccords, des distensions, et que du coup, comme nous n'avons pas appris à gérer ces désaccords, on va rentrer dans le jeu du qui a tort, qui a raison. Et comme on n'aime pas avoir tort, on va vouloir avoir raison, donc on va chercher à convaincre l'autre. Et quand on va chercher à convaincre l'autre, il y a un formateur et un conférencier que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Dansembourg, qui dit quand on cherche à convaincre, il y a un convaincu. Et c'est jamais agréable d'être un convaincu. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Donc c'est pour moi la communication non violente, un art de la relation. C'est vraiment une autre façon d'être en relation à soi et aux autres et qui prend en compte les besoins et les aspirations de chacun. Donc, je vais repartager parce que j'ai une petite diapo sur ça. Donc, hop, je te donne la main. Yes. Et Myriam, avant que tu partages ta diapo, moi j'ai envie de dire, on n'a qu'à souhaiter à tous les dirigeants et managers d'avoir des problèmes avec leurs gosses.
Exactement. Mais en fait, après, moi, je vois qui était aussi manager et que j'accompagne aujourd'hui les équipes, je vois que je retrouve les mêmes mécanismes dans une équipe que dans une famille. Hein. Donc, qui se joue, c'est assez parfois rigolo à voir. Donc, c'est quoi, du coup, finalement, la communication non violente? Mais pour moi, c'est un mode de communication qui va vraiment privilégier la relation, comme je le disais, qui privilégie la qualité de la relation. Ce n'est pas que la relation, c'est la qualité de la relation et qui, du coup, en renforçant le lien va permettre à la coopération de pouvoir, en tout cas, donner l'élan aux personnes de coopérer. C'est une posture aussi qui développe vraiment la conscience de soi et l'incarnation de ses valeurs. Et donc, une posture qui me permet de retrouver mon pouvoir d'action, mon pouvoir d'agir. Et ça, c'est important. Et puis, c'est une approche qui aide à transformer les accords, à prévenir les conflits. Donc, c'est important de voir que finalement, la communication non violente, c'est une intention, privilégier la relation, un processus en 4 étapes qui s'appuie sur, en tout cas, le cœur de l'approche de la communication non violente, c'est les besoins. Donc, je vais partager. Ah, je ne sais pas ce que je voulais faire, je me suis trompée. Je voulais repartager, donc je redemande une note de diapo et je n'ai pas appuyé au bon endroit. Vas-y, c'est bon normalement. Ok, voilà. Donc, et la notion de besoin est vraiment au cœur de l'approche de la communication non violente. Et ce qu'on met derrière cette notion de besoin, c'est vraiment l'énergie de vie, une motivation profonde. Regardez, quand vous regardez tous ces besoins relationnels, de liberté, de sécurité, d'identité, de subsistance, de sens, d'accomplissement, je crois qu'on les a tous. Donc, et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que nous, tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour prendre soin de ces besoins. Et Marshall Rosenberg s'est aussi inspiré de Maslow. Et c'est un autre point commun que j'ai avec Benjo, c'est qu'en fait, les outils MaQVT s'appuient sur cette théorie des besoins. Donc, on se retrouve pleinement là, Emmanuel, dans notre façon de voir les choses. Et ce que j'aimerais, là, peut-être solliciter nos auditeurs, peut-être de prendre un petit temps, là, juste à revenir à soi, et puis de voir de vous installer confortablement, de vous dire, tiens, quand moi je vais au travail, à travers mon activité professionnelle, quels sont les besoins que je cherche à satisfaire? Ce qui est important, quelles sont mes motivations profondes? Peut-être en vous reconnectant à cette diapo et en regardant un petit peu les différents besoins qui sont là. C'est quoi les besoins que je cherche à satisfaire? Puis si vous avez une petite minute, 30 secondes pour les mettre dans le chat, ça permettra à Marco de nous en lire quelques-uns. J'en profite. Premier besoin qui est arrivé, besoin principal, me sentir utile aux autres. Oui, moi ça je l'ai, c'est un besoin important pour moi, mais en effet. Le temps qu'on laisse tout le monde contribuer et partager, parce que ça demande quand même aussi une réflexion, un petit temps pour se demander finalement qu'est-ce qui est profondément moteur chez moi. Je voulais faire une aparté sur l'engagement. En ce moment, les DRH, les responsables QVT, les patrons n'ont plus qu'un seul mot en bouche, c'est l'engagement. Voilà, ils veulent que tout le monde soit engagé. Et finalement, quand on dépiote, qu'on écoute, qu'est-ce qu'il y a derrière cette attente, derrière cette demande? Il y a le fait de permettre à chacun de se reconnecter à ses moteurs profonds, à ses aspirations vraiment personnelles, pour que l'énergie de je vais travailler et je donne le meilleur de moi dans cette équipe vienne de quelque chose qui est profond à l'intérieur de soi, qui est vraiment un souhait de contribuer, et plus seulement être dans la peur de ne pas être gardé en poste, la peur de ne pas être aimé par le chef, etc. Je sens qu'il y a cette transformation dont tu parlais tout à l'heure, là, de passer finalement d'un système motivé par la peur à un système motivé par l'envie de contribuer. Moi, j'ai quand même l'impression qu'en ce moment, il y a, avec ce sujet de l'engagement, une espèce de réveil sur le fait que chacun est différent, a des moteurs, des flammes différentes, des essences différentes aussi. Voilà, on ne tourne pas tous au diesel ou au samplon 95. Et il y a cet intérêt, je trouve, Myriam. Oui, et moi, je mettrais un point de vigilance, c'est que ça ne doit pas être une injonction. Voilà, c'est que engage-toi, va chercher tes motivations profondes. Si c'est une injonction, je n'ai pas cet élan naturel. Enfin, je suis contrainte quelque part. Je sens une exigence à le faire. Si je sens l'exigence, je vais me fermer. Voilà, je peux me soumettre ou me rebeller. Donc, c'est juste ça. C'est vraiment un travail de, comment je pourrais dire ça? Ça part vraiment de soi. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire collectivement, en effet. Mais sans être dans cette injonction, il faut absolument que
chacun se relie à ses motivations profondes. C'est comment on va amener ça, mettre de la conscience qu'on a des motivations profondes, évidemment. Qui peuvent être l'utilité, mais moi, j'en ai d'autres. Hein. Moi, je vois que si je suis dans une activité où je n'apprends pas, ou si je ne suis pas stimulée intellectuellement, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, et voilà, j'ai plein de choses qui font que j'avance dans mon travail. Et ça, c'est vraiment faire attention entre l'injonction et que ça parte vraiment de chacun et qu'on s'écoute et qu'on aille ensemble après chercher des solutions qui fassent du bien. Allez, je vous fais un petit bilan des réponses de nos auditeurs. Déjà, merci à tous. Alors, accomplissement, lien, sens, épanouissement intellectuel, utilité, besoin de relations, sécurité, identité, sécurité financière, évidemment, ça, apprentissage, reconnaissance, confiance, soutien, épanouissement, ça on l'a dit, authenticité, qualité des relations, et je garde le petit dernier pour la fin, être soi. Parfait, super. Donc, oui, donc on voit qu'on se retrouve tous là. Et c'est vrai que la sécurité financière, évidemment, on va travailler aussi pour gagner de l'argent, mais pas que. Voilà. Donc, c'est de pouvoir se reconnecter à ça et prendre conscience que c'est vraiment. Ah, ça y est, non, c'est bon. Je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Prendre conscience que tout ce que nous. En tout cas, le cœur de la CNV, c'est de voir que tout ce que nous faisons, c'est lié à nos besoins. Et donc, d'amener cette conscience-là, parce que ça nous redonne du sens, en fait. Hein, ça nous remet en cohérence, ça nous permet de retrouver du pouvoir d'action. Et que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Ça, c'est vraiment fondamental. On est universel. Il n'y a pas ton besoin est supérieur au mien et le mien est inférieur au tien, vice-versa. C'est qu'on est dans une notion d'équivalence. C'est comme ça qu'on va pouvoir construire des solutions qui font du « et ». Et puis, de se rendre compte aussi, et donc je vais aller très vite parce que je vois que la fin arrive, que les conflits naissent pas au niveau des besoins, mais au niveau des actions. Le besoin, c'est le « why », le « pourquoi on agit ». Le comment, c'est là où on va se friter, hein, donc et où ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est en se reconnectant vraiment au why, au pourquoi on agit, on va pouvoir être créatifs ensemble et définir des solutions qui font du « et ». Donc, juste un dernier élément qui est important pour moi, c'est de voir, et j'utilise beaucoup cet outil dans les équipes que j'accompagne, c'est de prendre conscience que moi, en tant que personne, j'ai des besoins dans l'équipe. Et j'arrive aussi avec mon rôle, j'ai des besoins. Si je suis assistant RH, si je suis manager, si je suis être comptable, si je suis menuisier, j'ai des besoins dans mon rôle. Et puis, j'ai aussi des besoins en tant que membre du collectif, de mon équipe, de mon institution. Donc, et en mettant, donc le travail que je fais souvent avec les équipes, c'est de prendre conscience de ces besoins-là, de les partager, de voir ceux qui sont pleinement satisfaits dans le cadre de mon travail et ceux qui ne le sont pas, et de voir ensemble comment on peut faire du et co-construire des solutions. Donc ça, c'est plus je mets de la conscience là-dessus, plus ça permet d'avoir en tout cas, de prévenir les tensions, les zones de tension, les conflits. Et pour revenir un petit peu à ce que j'ai fait avec mon équipe, du coup, de cette grosse association, pour vous donner un exemple où on en a été, parce que c'est important de voir. Je suis partie vraiment, la première chose que j'ai faite avec cette équipe, ça a été de créer un cadre sécurisant pour que chacun puisse se parler. Parce qu'en fait, ils n'arrivaient plus à se parler du tout. Et donc, j'ai vraiment incarné ce cadre où j'ai accueilli la parole et le vécu de chacun en reformulant les sentiments et les besoins de chacun. Et donc, comme ça, ils m'ont vu faire. Ça a été exemplaire aussi. Ça aura permis d'avoir un exemplaire, en tout cas un modèle de mode de fonctionnement. Et chacun a pu se dire. Une fois que ce cadre sécurisant a été posé, que chacun a pu dire son vécu, on est passé à la deuxième étape, c'est-à-dire que j'ai transféré la compétence de l'écoute, d'apprendre à dire et apprendre à s'écouter. Ça a été ça. Donc, à dire avec honnêteté, en jeu et non pas en tu-qui-tu, et apprendre à s'écouter avec empathie. Donc ça, c'est développer cette compétence empathique qu'on a au fond de nous, et de la développer pour vraiment accueillir ce qui se passe pour l'autre sans être dans le jugement et le reproche. Donc ça a été le deuxième pas. Et le troisième pas, c'est qu'on a mis en place des rituels collectifs pour des espaces, c'est-à-dire pour prendre soin de la relation. Si on ne fait pas ça, si on ne met pas de la conscience là-dessus, ça ne fonctionne pas. Des espaces pour prendre soin de la relation, pour dire les choses, gérer les conflits, et célébrer, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne célèbre pas. Et la célébration, ça amène de la joie, et la joie, c'est bon pour le bien-être des équipes aussi. Donc, ça crée de la performance derrière. Voilà, et au bout de 2 ans, et ça a duré 2 ans à l'accompagnement, l'équipe m'a dit, c'est bon, on sait faire maintenant, on va se débrouiller. Et ça a été un beau cadeau. Voilà, donc, je voulais finir là-dessus, c'est que, en fait, la communication non violente, d'abord, c'est vers soi, d'aimer tout ce que je me raconte, des films, des effets que les événements me produisent dans ma tête, des faits, de voir comment je me sens, qu'est-ce qui est important pour moi, quel petit pas je peux faire pour prendre ce qui est important pour moi, c'est le fameux bonhomme OSBD. Mais ce bonhomme OSBD, si mon intention c'est de préserver la relation, si je vais pouvoir écouter l'autre de la même manière, et je vais pouvoir lui dire ce qui se passe, et ensemble on va pouvoir être dans l'espace du dialogue et faire du « et ». Voilà, ça c'est pour finir, ce que j'aimerais dire, c'est que
une phrase de Marshall Rosenberg qui est importante pour moi, c'est « connect before correct ». Et ça, c'est l'intention de la communication non violente. Cette intention de la communication non violente, c'est d'abord être dans la relation, dans la connexion, et avant de vouloir absolument produire, avoir un résultat, changer l'autre, corriger, etc. Et si je prends cette conscience-là, finalement, les êtres humains au travail vont être bien. Et si les êtres humains sont bien au travail, il y aura de la performance. Point de vigilance, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Il faut émettre vraiment de l'intention, de la volonté et de la persévérance et du temps. Oui, moi je vais aller tester ma CNV à la cantine, hein, parce que vendredi dernier, il y a un gars quand même, il a voulu me piquer mon plateau. Ah. Donc je lui ai dit, hein, ça va péter. Ça va péter, je lui ai dit, lâche la côtelette, lâche. Je vais plutôt lui dire la prochaine fois, ah, j'en ai besoin de ce plateau, moi j'ai faim, hein, j'en ai besoin moi de cette côtelette. C'est quoi midi les gars à la cantine? Si même Marco il a compris, Myriam, c'est que tu as été super pédagogue. Merci, merci, quelle richesse. On pourrait rester avec toi encore bien longtemps. Il y aurait plein d'exemples à partager, encore plein d'autres choses. On est sur un format court, donc évidemment, toujours un peu frustrant. Si vous voulez poursuivre les échanges, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour demander à être recontacté. Myriam et moi-même, on se fera un plaisir de pouvoir poursuivre ces échanges. Intéressant, Myriam, de pouvoir reboucler avec, tu as semé la graine petit à petit, hein, au fil de ton webinaire, reboucler avec la fresque de la QVT. Qui a été conçue et qui est développée par Wunjo depuis un peu plus de 2 ans, qui vient d'être reconnue comme l'une des 30 fresques les majeures de France, hein, les plus efficaces de France. Et donc, Myriam, elle intervient au sein de Wunjo et puis en parallèle, puisqu'elle est en indépendante. Elle anime plein de formations et plein d'interventions, vous avez bien compris, en communication non violente. Elle accompagne des collectifs, elle accompagne des individus et puis elle utilise aussi cet outil merveilleux qui s'appelle la fresque de la QVT. Et pour la présenter, la fresque, j'ai presque envie de rebondir sur ce que tu as dit, Myriam. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions finalement éclairées et choisir des actions qui sont pertinentes si à la base, on n'a pas compris quels étaient les besoins des individus et du collectif? Et comment est-ce qu'on peut connaître les besoins des individus et du collectif si à la base, on n'a pas éveillé en les gens l'envie d'aller regarder ce qui se passe pour eux, prendre de la hauteur et créer un espace sécure d'expression et de partage libre? Et ben en fait, je ne sais pas comment on pourrait mieux présenter la fresque. Parce que c'est exactement ça qu'on fait dans ce séminaire qui dure 1 journée, qui est un véritable séminaire transformatif, où on voit les équipes au début de la journée se regarder un peu en chien de faïence et se dire « Mon Dieu, il va falloir qu'on aille regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe, quels sont nos besoins, comment on fonctionne, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. » Et à la fin de la journée, non seulement ils partagent une vision commune, ils ont profondément envie de prendre soin d'eux, même de prendre soin des autres. Ils ont défini ensemble des actions qui sont efficaces pour eux et qui semblent les plus opportunes pour leur collectif. Tout ça dans de l'intelligence collective, de la gouvernance partagée, en donnant le pouvoir à ceux qui savent, parce que ceux qui savent, c'est ceux qui vivent le travail. Merci Myriam, je crois que j'avais jamais touché du doigt à quel point la fresque de la QVT était vraiment un outil extrêmement pragmatique en collectif de faire de la CNV. Alors, on a un petit cadeau avec Myriam. Elle a parlé tout au long du webinaire de cette web application qui s'appelle Ma QVT et qui vous permet en 25 minutes, une montre en main, top chrono, en moins d'une demi-heure, vous avez la possibilité de dresser le panorama, votre cartographie de vos besoins personnels en tant qu'individu au travail. Ma QVT repose sur un modèle qui bénéficie de travaux de recherche, bien sûr, depuis 4 ans, et c'est une recherche qui est toujours en avancement. Et vous allez avoir la possibilité, avec un simple questionnaire, accompagné par un individu, en l'occurrence Myriam, par une consultante qui est certifiée, qui est habilitée pour ça. En moins d'une demi-heure, vous aurez la possibilité d'avoir cette vision complète. Et donc, non seulement de mieux toucher du doigt ce qui est important pour vous, ce qui fait sens, quels sont vos moteurs de l'engagement, vos aspirations, et de pouvoir évaluer si, à ce jour, ce que vous projetez de vivre au travail, vous le vivez complètement, partiellement, pas du tout, et de commencer à toucher du doigt les leviers que vous avez pour renforcer votre pouvoir d'agir et pour pouvoir transformer votre vécu du quotidien. Si vous voulez expérimenter cet autodiagnostic, ça dure 1 heure, ça c'est fait en tête-à-tête. En l'occurrence, c'est Myriam qui offre de son temps pendant 1 heure avec vous. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran ou tout simplement cliquer dans le chat. Notre collègue Manon vous a mis le lien. Vous pouvez remplir le petit formulaire et profiter de cet espace. N'hésitez pas à en faire profiter les personnes autour de vous. Et je pense notamment aux décideurs,
parce qu'on a eu beaucoup de commentaires dans le chat de personnes qui disent en gros, il va falloir que je fasse bouger le cocotier là-haut. Hein. Ça n'a pas compris là-haut au niveau des gens qui ont le pouvoir. Parlez de ce qu'on fait à vos managers, à vos dirigeants, et on aura plaisir à essayer de leur ouvrir les chakras s'ils sont partants pour ça. Pour finir, sachez que le prochain SAV de la QVT, donc le numéro 18, est dans pas longtemps. On se retrouve le lundi 9 décembre sur le même créneau horaire qu'aujourd'hui, de 11h à midi, avec Adeline Fleury, qui viendra nous parler de l'équilibre entre vie pro et vie perso, et de à quel point on se met du stress à être dans cette difficulté à concilier nos sphères de vie. Et elle va avoir un propos qui sera extrêmement, détendant, qui va nous amener de la sérénité, à nourrir notre empathie envers nous-mêmes, et elle nous donnera aussi plein de petites clés pragmatiques pour retrouver l'harmonie dont on a tant besoin, nous qui sommes des êtres de travail et également des êtres qui ont une vie personnelle. Petit rappel avant de vous laisser, les SAV de la QVT sont systématiquement enregistrés, tous les replays sont disponibles sur le site internet de Wunjo, n'hésitez pas, ou sur notre chaîne YouTube, et vous pouvez également les retrouver sur votre interface sur Webikeo. Chère Myriam, je te remercie pour ta générosité. C'était un très beau moment. Merci pour tout. Merci à toi aussi de m'avoir invitée. J'étais ravie de pouvoir partager mon expérience et passer ce moment avec toi et Marco. J'espère qu'il aura sa côtelette. Hein. La suite au prochain SAV. Merci Myriam, merci à toutes et à tous et à bientôt. Et je passe le générique du SAV si jamais ça veut bien fonctionner. C'est parti. À bientôt à tout le monde. Au revoir tout le monde et merci.